Cette vidéo vous est présentée par la boutique lilojeu.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP, bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 dans lequel je te présente le jeu, je vais mettre de ce bord-là, Lizard Wizard. Lizard Wizard, c'est un jeu compétitif de construction de tableaux de cartes, si on veut. Fait que dans le fond, on va avoir quelques ressources, des ressources classiques là, dans l'univers de sorcellerie, du mandragore, des trucs comme ça. On va avoir différentes ressources qu'on va dépenser pour construire des tours de machins, pour engager des machins, pour invoquer des familiers, pour rechercher des sortilèges et les invoquer. Puis on va essayer de se construire une espèce de tableau de cartes devant soi en créant principalement des paires entre les machins et les tours parce que chaque carte du jeu correspond à l'une des 7 écoles de magie du jeu. Puis on va faire ça jusqu'à temps qu'on passe au travers un certain nombre de decks de cartes, et un certain nombre de cartes, dis-je, et on va marquer des points en fin de partie. Celui qui va avoir le mieux fait ça va remporter la partie. C'est un jeu qui est un peu la suite spirituelle d'un jeu qui s'appelle, si je ne me trompe pas, c'est Raccoon Tycoon. C'est de Forbidden Games, tu mets ça, c'est en plein ça. C'est le même auteur, c'est la même compagnie. Semble-t-il que les mécaniques se ressemblent beaucoup, mais je n'ai jamais joué à Raccoon Tycoon, fait que je ne pourrais pas t'en faire la comparaison. Donc, c'est un jeu que j'avais attendu quand même avec une certaine anticipation quand il est arrivé. Fait que j'ai réussi à mettre la main sur une copie. Je te précise tout de suite que j'ai une copie de luxe, fait que la version Kickstarter de luxe. Je n'ai plus les composantes de base. D'habitude, c'est ce que je montre dans les vidéos que je fais, mais là, je les ai plus. Fait que j'ai pas le choix de te montrer la version de luxe. Fait que j'en reparlerai à la fin du vidéo dans la critique. Fait que comme d'habitude, je te montre comment on l'installe, comment on y joue, et je reviens à la fin te dire ce que j'en pense. La première chose qu'on va faire, c'est d'aller placer notre plateau de ressources pas loin de notre surface de jeu. Dans le plateau de ressources, il y a 7 ressources différentes dans le jeu. On va tout simplement prendre l'une des ressources de chaque type et aller la mettre au bas de sa piste à une valeur de 1. Fait qu'on fait la même chose avec les 7 ressources. Sur le côté droit du plateau, on va aller se piger des tuiles objectifs. On a une série de tuiles objectifs qui viennent à l'intérieur du jeu. On fait simplement prendre 4 au hasard et on va les disposer complètement en haut à droite. C'est la piste des achievements. En deuxième lieu, on va aller placer notre plateau principal sur lequel il va y avoir les différentes cartes à acheter. Il y a 4 types de cartes de grand format, Familiar, Tower, Wizard et Spells. Il y a 2 types de cartes de petit format. Dans les types de cartes de petit format, les cartes Regent, ça c'est dans le placement individuel qu'on va en avoir besoin. Pour l'instant, on fait simplement les brasser, on garde ça de côté. Les cartes Dungeon, on fait simplement les brasser aussi pour qu'elles soient aléatoires. On va simplement s'assurer d'avoir retiré les 2 cartes It's a Trap de ce paquet-là. Le paquet de cartes Spells, même chose, on va lui aussi le brasser et on voit qu'on va révéler les 4 premières cartes du paquet dans les endroits qui sont prévus pour ça, juste à droite. Pour les 3 autres paquets, il y a un petit peu de préparation à faire. Dans le cas du paquet Wizards, on va avoir à enlever un certain nombre de cartes de machines du deck avant de placer notre deck. Toutes les cartes de deck, ces 3 cartes de deck-là, sont toutes séparées dans les 7 différentes écoles de magie. Fait que chaque magicien appartient à l'une des 7 écoles de magie et on va avoir à retirer un magicien de chaque type d'école si on joue une partie à 3 joueurs ou 2 magiciens, comme c'est mon cas, de chaque type d'école si on joue une partie à 2 joueurs. Si on joue une partie à 4 ou à 5 joueurs, on a toutes les cartes tout simplement. Le reste du deck, on fait juste le brasser et on dépose ça ici. Dans le cas des cartes Tower et Wizard, ces decks-là ils ont des cartes avec un coût qui est croissant. Fait que dans le cas des cartes des familiers, par exemple, et non pas Wizard, dans le cas des cartes familiers, on va avoir à retirer un certain nombre de cartes selon leur coût, selon le nombre de joueurs. Eux aussi sont séparés dans les 7 écoles de magie qu'on va voir en haut à droite. Fait que dans une partie à 2 joueurs, on va retirer les 7 cartes qui ont le coût le plus bas, juste ici qu'on voit, et les 7 cartes qui ont le coût le plus haut. Dans une partie à 3 joueurs, on va retirer juste les cartes qui ont le coût le plus haut. Ces cartes-là seraient incluses à l'intérieur du deck. Le reste du deck, on va le placer, comme je l'ai dit, en ordre croissant. Fait qu'on va avoir les 7 cartes mélangées du coup plus haut dans le bas du deck. Ensuite, les 7 cartes mélangées qui sont suivantes dans l'ordre du deck. Puis ensuite, les 7 cartes restantes dans l'ordre du deck. On va mettre ça. Fait que dans une partie à 2 joueurs, j'ai 7 cartes de coup 10, 7 cartes de coup 15, 7 cartes de coup 20. On va révéler ensuite les 2 premières cartes pour faire notre marché initial. Les cartes Towers fonctionnent exactement de la même façon. Donc, on va retirer les 7 cartes au coût le plus bas. Dans ce cas-ci, c'est une ressource. Et on va retirer les 7 cartes du coût le plus haut, 4 ressources. Si j'étais dans une partie à 3 joueurs,
je ne ferai que retirer les cartes qui ont le coût le plus élevé. Et si j'étais dans une partie à 4 ou à 5 joueurs, je les utiliserai toutes. Le reste du deck, on l'organise en ayant les 7 cartes qui ont le coût le plus élevé dans le fond du paquet. Par-dessus, on va mettre les 7 cartes qui ont le coût le moins élevé. Et ensuite, on va révéler la première carte du deck. Si je jouais une partie à 3 joueurs, ben, j'aurais également les cartes de valeur 1 sur le dessus. Fait que ça serait une carte de valeur qui serait révélée. Et ça fait le tour pour la mise en place du plateau principal. Ensuite, chaque joueur va faire son placement personnel. Il va choisir un petit paravent comme ça pour pouvoir cacher certaines de ses informations. Il va commencer avec 20 mana. Fait que dans le jeu, on a 2 ressources. On a de l'or et des mana. Donc, dans ce cas-ci, on va commencer avec 20 mana. Fait qu'on a un petit jeton ici qui représente les 20 mana qu'on peut avoir. Et il va commencer avec 2 ressources de son choix. Ça, c'est le deck, les ressources qu'il va avoir. Donc, il y a les 7 ressources que j'ai déjà identifiées. Il y en a une qui est placée sur le plateau de ressources. Fait que chaque joueur va commencer avec 2 ressources de son choix parmi ces ressources-là. Chaque joueur va également commencer avec 3 cartes Regent. Donc, il va piger ces 3 cartes-là au hasard. Il va les avoir dans sa main. Puis, il va commencer avec ça pour débuter la partie. Je précise qu'au niveau des informations qu'on va avoir qui sont secrètes, les ressources que je vais avoir, disons que je commence avec ça, elles seront visibles par tous les joueurs. Fait que je peux les garder devant mon paravent si je veux, ou juste à côté pour que chaque joueur puisse bien les voir. Ce qui est caché, c'est le nombre de mana que j'ai et le nombre de pièces d'or que j'ai si j'en possède. C'est une information qui est cachée. Le reste des informations, mes cartes sortilèges que j'ai, le nombre de cartes que j'ai, le nombre de ressources que j'ai, c'est toutes des informations publiques. Tout ce qui reste à faire, on va avoir notre plateau de ressources évidemment qu'on va garder pas loin. On va se désigner un premier joueur en lui remettant ce jeton ridicule, qui est beaucoup trop gros. Et alors, on va être prêt à commencer notre partie. Donc, quel est l'objectif de Lizard Wizard? C'est de ramasser différentes cartes, de créer des combinaisons principalement entre les tours et les magiciens, d'aller chercher des sorts des familiers qui ont rapport avec les mêmes écoles de magie qu'on va avoir. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'on atteigne la fin de partie. À la fin de la partie, on va compter le nombre de points de victoire. Celui qui en a le plus va remporter la partie. Pour l'instant, tout ce que je vais expliquer, c'est comment la fin de partie se déclenche pour qu'on garde ça en tête. C'est dès qu'un des 4 decks de cartes principales est vide, en incluant les cartes qui sont face-up. Fait que si on achète toutes les cartes Toad, toutes les cartes Lizard, toutes les cartes Wizard, les cartes Familiars, ou si on achète toutes les cartes Spells, ça va mettre fin à la partie. On va juste s'assurer de jouer un nombre de tours égal. Fait que c'est le 3e joueur sur 5 qui déclenche la fin de la partie, le 4e, le 5e vont prendre un dernier tour de jeu. Ensuite, on va faire un décompte des points. Puis celui qui en a le plus va gagner la partie. Au niveau de la structure du tour de jeu, c'est un jeu qui est extrêmement simple à suivre. Tout ce qu'on fait pendant son tour de jeu, c'est qu'on prend l'une des 6 actions possibles du jeu. Fait qu'on a Gather Regents, Convert Regents to Mana, Recruit Wizard, Research Spell, Create a Tower and Summon Familiar. Quand on a pris notre action, on passe au tour du joueur suivant qui prend une action à son tour aussi. Puis on continue comme ça, comme je le disais, jusqu'à temps qu'un des decks de cartes se vide, tout simplement. Fait qu'on va tout de suite aller voir ces 6 actions-là fonctionnent comment. Première action, Gather Regents, c'est d'aller chercher des ressources. Chaque joueur va avoir dans la main un deck, plusieurs cartes qui viennent du deck de gestion des ressources, le deck de Regents. Et quand on choisit cette action-là, on va jouer l'une de ces cartes-là. Je précise qu'on a une limite de cartes nommée de 3. Une fois qu'on va avoir joué une carte, on va en piger une autre pour la remplacer. Puis il y a différents effets de jeu qui peuvent augmenter ma limite de cartes Regents que je peux avoir en main. Disons que je joue cette carte-ci. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on voit qu'on va augmenter la valeur de certaines ressources et on va aller chercher certaines ressources. Les ressources qu'on va chercher, on va choisir 2 parmi les ressources qui sont imprimées sur le haut de la carte. Fait que disons que je pourrais me prendre un petit champignon et je pourrais me prendre, pourquoi pas, une corne. Fait qu'on va tout simplement rajouter ça à ces ressources de base. À ce moment-ci, si j'ai des cartes Wizard dans ma zone de jeu, je vais aller gagner des ressources supplémentaires pour chaque icône qui est dans le coin en haut à gauche des différentes cartes de magicien que j'ai. Fait que si j'ai ces 2 cartes magiciens-là dans ma zone de jeu, je vais ramasser en plus un, comment il s'appelle ça, Eye of Newt, et je vais ramasser un Sulfur de plus que je vais aller mettre dans ma réserve. J'ai une limite de 10 ressources que je peux garder dans ma réserve, mais ma limite est augmentée de 1 pour chaque carte tour que j'ai présentement dans ma zone de jeu. Donc si j'ai 2 cartes tour, je peux avoir une limite de 12 de ressources. Ensuite, une fois que j'ai choisi mes ressources, je vais augmenter la valeur de certaines ressources qui sont sur le plateau de jeu. Fait que je vais tout simplement prendre les jetons de toutes les ressources qui sont imprimées. Fait que Eye of Newt, Nightshade et dans ce cas-ci, j'ai celle-là ici qui s'appelle Foxglove. Et on va aller augmenter leurs ressources. Quand on va vouloir revendre ces ressources-là, ça va coûter ils vont rapporter un petit peu plus d'argent. Une fois que ma carte est jouée, je peux la défausser, en piger une nouvelle que je rajoute à ma main. Et à ce moment-là, si je le veux, si j'ai présentement dans ma zone de jeu des sorts qui ne sont pas encore castés, qui ne sont pas encore utilisés, je vais pouvoir payer les ressources qui sont dans le bas. Fait que si après avoir récolté mes ressources,
j'ai par exemple ces deux cornes-là et cette petite mandragore-là, je pourrais les payer pour activer ce sort-là. Fait que je vais me faire une zone de jeu. Je vais me faire une zone dans ma zone de jeu où je vais avoir tous mes sorts qui sont inactifs, que je vais pouvoir garder face down. Et ensuite, je vais pouvoir payer les coups. Quand je vais caster, je vais accumuler des ressources pour les activer. Il y a, pour l'instant, je vais juste dire qu'il y a deux types de sorts. Il y a des sorts qui ont des effets permanents, il y a des sorts qui ont des effets uniques, des one-time, des une fois. Dans les deux cas, quand je récolte des ressources, je peux invoquer l'un de ces sorts-là. La deuxième action que je peux faire, je peux convertir des Regents en mana, transformer des Regents, des ingrédients donc en mana. Ce que je vais faire quand je vais faire cette action-là, c'est que je vais choisir la ressource de mon choix. Parmi les 7 ressources qui sont disponibles, je dois évidemment en posséder dans ma réserve personnelle. Disons que dans mon cas, je décide de vendre 4 mandragores. Pour savoir le coût de vente, on va tout simplement aller voir le mandragore. Présentement, il est à combien? Dans mon exemple, le mandragore est à 6. J'en vends 4, donc je vais aller chercher 24 de mana que je vais rajouter à ma réserve personnelle. Après avoir vendu le mandragore, il va reculer de 1 pour chaque mandragore que j'ai vendu. Donc, après mon action, il ne va valoir que 2 pour chaque mandragore qu'on pourrait vendre. Et si jamais j'en vends plus que 2, les derniers vont valoir juste 1. Si dans les tours suivants, il y en a qui veulent en vendre. Fait qu'on peut en vendre tant qu'on veut, mais on va respecter la ressource qui est là. Puis le nombre qu'on va avoir vendu va faire perdre de la valeur à la ressource en question. Troisième action qu'on peut faire, on peut aller recruter l'un des magiciens très important pour remporter la partie. Les magiciens, il y en a toujours 2 disponibles, fait qu'on va choisir lequel des 2 magiciens on veut recruter. Pour recruter les magiciens, on va déclencher un enchère. On va dire, tiens, par exemple, moi je suis prêt à payer 10 mana sur le magicien qui est là. Ensuite, dans l'ordre de tour de jeu, chaque joueur va augmenter la valeur ou va passer. Si on passe, on ne peut plus revenir dans l'enchère. Fait que le deuxième joueur va dire, moi je mets 11, le troisième joueur va dire, je mets 12, on va revenir au premier, il met 15, puis ainsi de suite. Jusqu'à temps que tout le monde est passé, celui qui a mis le montant le plus haut va ramasser la carte. Après, que dans une partie à 2 joueurs, les enchères sont extrêmement rapides. Si je suis dans une partie à 2 joueurs, il y a juste un tour d'enchère. Fait que je vais dire, je mets 10, l'autre joueur décide s'il met 11 ou s'il passe. S'il met 11, il gagne automatiquement la carte. Je n'ai pas un deuxième droit de parole. S'il passe, évidemment, c'est moi qui vais acheter la carte. Dans tous les cas, si c'est le joueur actif, donc si c'est mon tour de jeu, j'ai réussi à acheter une carte Wizard, mon tour de jeu prend fin. Si c'est mon tour de jeu et c'est un autre joueur qui a acheté la carte Wizard, ben on va immédiatement remplacer la carte et je vais pouvoir prendre une autre action de mon choix. Ça peut être la même action de tenter de recruter un autre magicien ou ça peut être n'importe quelle autre action, collecter des ressources, vendre des ressources ou n'importe quelle des autres actions disponibles. Fait qu'on est sûr de ne pas perdre notre action. Et c'est ça pour la collecte de magiciens. La quatrième action possible, je peux faire la recherche d'un sortilège. Les sortilèges sont ici, ils coûtent chacun 5 mana, ce n'est pas une enchère. Fait que j'ai juste à dire, ben tiens, je veux activer je veux acheter ce sortilège-là si je le veux. Je paie donc 5 mana que je retourne à la réserve. Et immédiatement, si je le veux, je peux invoquer ce sortilège-là spécifique, celui que je viens d'acheter, et non pas un autre sortilège que je peux avoir acheté précédemment, si j'ai des ressources ici dans le bas. Fait que si j'ai par exemple 4 cornes, je pourrais dire, ben tiens, j'achète ce sortilège-là et je l'active immédiatement. Si je l'achète et je ne l'active pas, je vais le mettre dans ma zone de jeu face cachée pour me rappeler qu'il n'est pas activé. Si je l'ai activé, que ce soit à ce moment-là ou plus tard dans la partie, je vais pouvoir le révéler, faire son effet. Comme je l'ai dit précédemment, il y a des cartes qui ont des effets uniques au moment où je l'invoque et non pas au moment où je l'achète, fait qu'au moment où je casse le spell. Et il y a des cartes qui ont des effets permanents qui vont s'appliquer jusqu'à la fin de la partie. D'une façon ou d'une autre, je vais garder ça dans ma zone de jeu. Si j'ai des sorts qui sont actifs, ils doivent être visibles par tous les joueurs, mais si j'ai acheté des sorts, je peux les garder face cachée en attendant de les avoir castés. Ma cinquième action possible, c'est de créer une tour de magicien. Pour créer une tour de magicien, je vais regarder tout simplement les ressources qui sont demandées. J'ai toujours 2 options. Soit je peux la payer en ressources, soit je peux la payer en or. Le coût va toujours être le même, ça va être un coût de 2. Dans ce cas-ci, je pourrais payer 2 mandragores ou 2 d'or pour chercher le Avery Spire et mettre ça dans ma zone de jeu. Comme tous les autres decks de cartes, dès qu'on achète une carte, on révèle la suivante. Déjà, ma dernière action, c'est que je peux invoquer un familier. Quand on invoque un familier, on a 4 options. Premièrement, pour pouvoir l'invoquer, on doit payer le coût en mana sur le familier qu'on veut invoquer. Et ensuite, je vais pouvoir activer l'une des 4 options. C'est toujours les mêmes 4 options. Première chose que je vais pouvoir faire, je vais pouvoir faire une nouvelle recherche. Si je fais une nouvelle recherche, je vais m'en aller dans la zone des sorts qui est juste ici à côté. Je vais vider les 4 cartes et je vais en révéler 4 nouvelles. Et ensuite, je vais pouvoir en choisir une gratuitement parmi ces 4 cartes-là. Ça me permet d'aller chercher plus d'options pour les cartes de sort.
Deuxième option, je peux collecter les ressources qui sont indiquées sur la carte. Fait que dans ce cas-ci, lui, il me dit par exemple Collect 4 Mandrake. Fait que ça serait 4 Mandragore. Lui, il me dit Collect 4 Foxglove. Donc, 4 espèces de petites fleurs roses. Fait qu'on va collecter les ressources qui sont dessus et c'est écrit aussi Cast Spells. Fait qu'à ce moment-là, je peux invoquer autant de sortilèges que je veux parmi les sortilèges qui sont déjà en ma possession. En payant évidemment les ressources pour chaque sortilège qui est demandé. Troisième option que j'ai, je peux gagner des pièces d'or. Les pièces d'or que je vais gagner vont avoir rapport avec l'école de magie du familier. Dans ce cas-ci, c'est un familier de l'école d'enchantment. Fait qu'il va me dire gagne une pièce d'or pour chaque carte d'enchantement que tu as. Fait que si présentement ma réserve de cartes ressemblait à ceci dans ma zone de jeu, en payant 10 mana, je pourrais ajouter ce familier-là à ma réserve de cartes, ce qui me ferait 3 cartes d'enchantement au total dans ma réserve. Je gagnerais donc 3 pièces d'or. J'ai une tour de l'école d'enchantement, j'ai un magicien de l'école d'enchantement, et j'ai maintenant mon familier de l'école d'enchantement. Il compte dans le nombre de cartes que je vais compter pour savoir j'ai combien de cartes d'enchantement. Ça, c'est ma troisième option. Ma quatrième option, c'est d'entrer dans le donjon. Le donjon, c'est le petit deck de cartes qu'on a préparé en début de partie. Quand je vais entrer dans le donjon, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement révéler la première carte du donjon. Dans ce cas-ci, je suis content, je collecte 2 heures. Et là, j'ai un jeu de Push Your Luck qui commence. Je peux arrêter là, ramasser les 2 heures, ou révéler une carte supplémentaire. C'est un trésor, j'ai trouvé un collier, je suis content. Je peux continuer ou arrêter, je décide de continuer. J'ai un Great Dragon, fait que c'est un monstre. Donc, je viens de manger 1 point de dégâts. À ce moment-là, je peux arrêter ou continuer. Si je me rends à 2 points de dégâts, je perds toute ma progression, je ramène les cartes dans le deck, on les rebrasse et mon exploration est terminée. Mais disons que je continue pour une autre carte. J'ai trouvé un trésor, je prends une chance, je prends une chance pour une 5e carte, j'ai trouvé un autre trésor, là j'ai ok, c'est assez, j'arrête. Dans ce cas-ci, si j'arrête, ce que je vais faire, c'est que le monstre, on va le rebrasser à l'intérieur du deck, mais toutes ces cartes-là, je vais les garder. Fait que je vais ramasser 1, 2, 3, 4, 5 pièces d'or que je vais aller rajouter à ma zone de jeu. Des pièces d'or, c'est une ressource du jeu, je vais les rajouter à ma zone de jeu. Et la carte Necklace, je vais la garder dans ma zone de jeu également. Elle peut valoir des points en fin de partie. Fait que toutes ces cartes-là, je vais les garder dans ma zone de jeu. Les jetons, je les ramasse immédiatement. Si j'avais continué jusqu'à temps que je frappe un deuxième monstre, j'aurais pu continuer quand même un certain temps, jusqu'à temps que je frappe un deuxième monstre, donc je perds mon deuxième point de vie, ben toutes ces cartes-là, je les ramène, je les brasse dans le deck de cartes donjon, et on va pouvoir faire une exploration de donjon plus tard. Fait qu'on comprend que plus les joueurs ont réussi des explorations de donjon, plus c'est dangereux, parce qu'il y a moins de cartes de trésors dedans, donc la proportion de cartes monstres est de plus en plus haute. Au niveau des achievements, à n'importe quel moment dans son tour de jeu, si un joueur atteint ce qui est demandé par l'un des achievements, par exemple, ici, si je me ramasse à avoir 100 mana pendant mon tour de jeu, ou si je me ramasse, si j'achète ma 7e carte Spells, sont assez clairs à comprendre les achievements, ben on va tout simplement ramasser ce jeton d'achievements-là qui va me rapporter des points en fin de partie. Et donc, on continue comme ça jusqu'à la fin de la partie. Des petits rappels, être sûr que c'est clair. On a toujours une limite de 10 ressources qu'on peut posséder en même temps. Par contre, notre limite est augmentée de 1 pour chaque carte de tour que j'ai. Fait que présentement, j'ai une limite de 13 ressources que je peux avoir. Deuxième chose, quand je fais l'action pour collecter des ressources, chacun des machines que je possède me permet de collecter une ressource supplémentaire. Fait que si par exemple je joue cette carte-ci, ben, je vais pouvoir collecter 2 des 3 ressources qui sont là, en plus d'augmenter la valeur de chacune des ressources qui est là. Et en plus, je vais ramasser 2 Eye of Node comme ça ici, un Nightshade et un Mandragore, un Mandrake à cause de mes 4 cartes de machines que j'ai. On va aussi garder de façon séparée nos sorts qu'on a achetés, qu'on a payé les ressources pour les activer, et nos sorts qu'on a achetés, qu'on n'a pas encore payé les ressources pour les activer. Fait que si plus tard dans la partie, j'ai fait une action de collecter des ressources, je vais pouvoir payer pour activer l'une de ces 2 cartes-là. Et si plus tard dans la partie, ben, je vais me chercher un autre familier et je fais l'action Collect 4 Toadstools and Cast Spells. Ça va me permettre de caster tous les spells que je veux de ma main tant que j'ai des ressources pour les faire. Puis une fois que je vais les avoir invoqués, je vais pouvoir aller les rajouter dans ma zone de sorts uniques. Puis si jamais c'est des sorts qui ont un pouvoir spécial, je vais les laisser afficher pour que les autres joueurs puissent bien les voir. Fait qu'on va continuer comme ça, comme je le disais, jusqu'à temps que l'un des 4 decks de cartes se vide complètement. Quand c'est fait, on va passer au décompte de points de victoire final. Quand la partie est terminée, il reste juste à compter les points de victoire. De la façon dont ça fonctionne, c'est qu'on va commencer par s'occuper de nos machines et des tours. C'est ça qui est le plus important. On va se faire des paires qui ont le même icône. Fait que dans ce cas-ci, par exemple, je pourrais prendre mon machin alchimiste, le mettre dans la tour d'alchimie. C'est la même paire. Je pourrais prendre mon machin
Enchantment, le mettre dans la tour. Enchantment, c'est également la même paire. Là, dans ce cas-ci, je ne peux plus faire de paire qui fonctionne parce que j'ai plus d'icônes qui fonctionnent. Fait que je vais pouvoir prendre n'importe lequel de mes machines, le mettre dans ma tour Conjuring, ce qui va me laisser 2 machines qui ne sont pas dans des tours, malheureusement. Les points de la façon qu'ils vont fonctionner, c'est que chaque paire que j'ai réussi à créer qui ont les mêmes icônes va me rapporter 10 points. Fait que j'ai 20 points ici. Et chaque paire que j'ai réussi à créer mais qui ont des icônes qui ne sont pas pareilles va me rapporter 5 points. Fait que ici, j'ai 25 points. Chaque carte que je n'ai pas réussi à placer dans mes tours et dans mes machines, fait que chaque carte que j'ai en excédentaire va valoir 1 point chacune. Fait que dans mon cas ici, j'ai 27 points. Et ça a arrêté 1 point également, même si c'était des tours que j'avais en plus. Si j'avais eu 5 tours et 3 machines, j'aurais quand même eu le même nombre de points. Chaque tour vaut 1 point aussi si je ne réussis pas à mettre un machine dedans. Une fois que j'ai fait mes points de machine, dans ce cas-ci j'en ai 27, j'arrive avec mes points de sort. Les points de sort qui sont ici, il y a 2 façons de les compter. Premièrement, il y a les écoles de magie des sorts. Avec les écoles de magie des sorts, on va aller regarder si j'ai des sorts qui ont des icônes qui appartiennent à des paires que j'ai qui sont complètes. Fait que dans mon cas, est-ce que j'ai des sorts d'alchimie et est-ce que j'ai des sorts d'enchantement? J'ai des sorts d'enchantement, j'en ai 3. Ils vont valoir 5 points chacun. Tous les autres sorts, comme ils n'appartiennent pas à des paires ou dans lesquels j'ai une tour et un magicien, j'ai une tour de conjuration, j'ai un magicien nécromancien, mais je n'ai pas la tour de nécromancie, je n'ai pas le magicien de conjuration. Ces cartes-là ne valent pas de points. Les cartes que je n'ai pas invoquées, que j'ai pas réussi à caster pendant la partie, ne valent pas de points non plus, ce qui est dommage, parce que comme j'ai une tour et un magicien d'alchimie, elle aurait valu 5 points. Deuxième chose qu'on va faire pour les sorts, une fois qu'on a compté ces points-là, j'en ai 15, on va regarder si j'ai des sorts actifs qui me donnent spécifiquement des points de victoire, ça va être écrit sur leur carte. Par exemple, la carte ici me dit que chaque carte de machine que j'ai vaut 2 points de victoire de plus. J'ai 5 cartes de machine, je vais donc marquer 10 points de victoire de plus. Ici, chaque nécromancien, que ce soit des machines ou des familiers, va me rapporter 3 points. Ah, fait que là, ici, mon familier qui est ici va valoir 3 points, puis j'ai un machine nécromancien qui va valoir 3 points également. Donc, ça va faire 6 points. Fait que je vais marquer un autre 16 points supplémentaires pour mes cartes de sort. On va regarder ensuite qui a le plus de cartes de trésor du donjon. Celui qui a le plus de cartes, de plus d'objets du donjon, fait que j'ai une idole, un collier, un masque, une dague, va avoir 10 points. Celui qui arrive en deuxième place va en avoir 5. On va regarder chaque joueur a combien de pièces d'or. Chaque pièce d'or vaut 1 point à la fin de la partie. Et on va regarder chaque joueur a combien de tuiles achievements. Chaque tuile achievements va valoir 10 points à la fin de la partie. On va faire un décompte pour voir quel joueur a le plus de points. En cas d'égalité, s'il y a une égalité en fin de partie, parmi les joueurs à égalité, c'est celui qui a le plus de mana qui va briser l'égalité. On détermine un vainqueur, on le félicite et la partie est terminée. Donc voilà, c'était les règles de Lizard Wizard, qui est un bon petit jeu de cartes que j'ai trouvé bien intéressant. Si je commence la critique au niveau des composantes, première chose, le visuel du jeu, je l'ai trouvé vraiment très très cool, très très spectaculaire, très très intéressant. La façon dont les magiciens sont dessinés, le petit univers qui est créé, les tours, les familiers, c'est vraiment spectaculaire. Le visuel du jeu, les plateaux, avec l'espèce les plateaux à double profondeur, avec la gestion des ressources, des petites ressources qu'on voit juste ici, comme ça, ici, qui fonctionnent très très bien pour augmenter la valeur des ressources, puis on voit que même un peu incliné, ça tient, prouvant qu'il est à double profondeur. J'aime vraiment beaucoup ça. Les ressources de luxe, mais c'est sûr que c'est des ressources de très bonne qualité. J'aime beaucoup le fait que chaque petit pion est déjà imprimé. C'est pas un collant que j'ai eu à mettre, il venait déjà comme ça. Ça rentre bien dans la boîte. Puis là, c'est sûr que j'ai une version de luxe. Fait que ça ajoute un petit quelque chose. Par contre, j'aime pas beaucoup les jetons de mana. Même la version spécifique de luxe, étant donné que comme ce sont des pièces en métal, c'est très très difficile de lire le chiffre qui est écrit dessus. Comme on peut le voir, elle se sauve tellement qu'elle est gênée. Fait que c'est très difficile de lire le chiffre qui est dessus. Ce que je trouve problématique quand d'un coup d'œil rapide, je veux voir j'ai combien de mana de disponible derrière mon plateau. Fait qu'il faut que tu te fies à la taille des jetons, non pas à ce qui est écrit dessus. C'est un problème mineur, mais j'ai trouvé ça quand même fatigant. Sinon, il n'y a pas de visuel sur les cartes sorts. J'aurais aimé ça qu'il y en ait un peu. Ça n'aurait pas été trop. Mais c'est quand même, encore une fois, là, c'est du nitpicking. Le jeu reste très très beau. Au niveau de ses mécaniques, j'ai trouvé ça super intéressant. Comment ça fonctionne? On me dit beaucoup que Raccoon Tycoon était meilleur, mais je n'ai pas joué, fait que je ne pourrais pas le comparer. Par contre, celui-là, je l'ai bien nommé. C'est un jeu qui se joue à une vitesse phénoménale.
ton tour de jeu est extrêmement rapide. Puis quand tu joues à des joueurs, moi j'ai joué juste à 2 puis à 3 jusqu'à maintenant. Puis quand tu joues avec quelqu'un qui connaît le jeu puis qui est habitué, les tours sont super vite. Là. J'achète tel machine, c'est à toi. Moi je vais gagner des ressources, fait que je fais telle ressource, ces 2 ressources-là montent de valeur, c'est à toi. Parfait. Ben moi je vends des ressources, fait que je vends ça 3 fois, ça fait 15 mana, c'est à toi. Je construis une tour, fait que je paye 2 d'or, je prends cette carte-là, c'est à toi. Puis on roule comme ça, c'est extrêmement rapide. C'est pas super naturel la première fois que tu joues de voir, de visualiser ta fin de partie, comment tu vas marquer tes points. Faut que tu te rappelles, ok, j'essaie de créer des tours entre magiciens, des paires, je dis, entre magiciens et tours. J'essaie de recruter des sorts, de caster des sorts qui fonctionnent avec les paires que j'ai, que je possède déjà. Et les familiers que j'ai, c'est vraiment juste des bonus, potentiellement pour aller chercher l'avantage dans le donjon, pour marquer un petit point de victoire, mais si j'ai juste des bonus supplémentaires, les familiers ne valent pas le point de victoire, à moins que je trouve que j'invoque un sort qui me permet de donner des points de victoire à un familier ou donner des points de victoire à mes autres machins, etc. Les sorts que tu vas caster vont avoir une énorme influence sur ta stratégie, parce que si je casse le sort qui fait que chaque machine vaut 2 points de victoire de plus, je peux juste changer ma game et décider d'aller recruter le plus de machines possible que je veux. Si je suis à 8-9 machines, ça va valoir 27-30 points de victoire à la fin de la partie, c'est ce qui est énorme. Puis le paquet de sorts il est vraiment très très épais, il y a beaucoup de choix. J'aime l'option qu'on t'offre aussi d'enlever les sorts qu'on va appeler de type take that en quelque sorte. Fait qu'on voit que les sorts, il y a certains sorts qui ont une petite étoile dans le bas. Si j'aime pas le genre de jeu où je détruis tes affaires, je t'attaque, je te vole des ressources, on peut enlever ces cartes-là. Puis là, chaque joueur fait vraiment ses affaires de son côté. Ça limite l'interaction entre les joueurs, mais ça peut être un plus. Fait que j'aime beaucoup l'aspect où on va construire son plateau de cartes. Avoir ses familiers, ses machines, ses tours, caster des sorts. J'aime beaucoup, je pense que mon affaire préférée, c'est la gestion du plateau de ressources. Un plateau qui est à recess d'ailleurs, qui est à double profondeur, fait que les ressources tiennent très bien dedans. J'aime beaucoup comment on va monter la valeur des 7 ressources. Les ressources sont principalement associées à différentes écoles de magie. Fait que je sais que si je veux caster les sorts de type d'enchantement, je vais avoir besoin de beaucoup de mandragore. Fait que c'est cette ressource-là que je vais vouloir peut-être qui monte un peu ou qui monte moins pour que je puisse en collecter beaucoup. Si je n'ai pas besoin, je vais vouloir peut-être qu'elle monte de valeur pour que je puisse la vendre. Puis je n'ai pas besoin de casser mes sorts. Je n'ai pas besoin pour casser mes sorts. La gestion des ressources et du mana, je la trouve super intéressante. J'aime beaucoup l'enchère, comment elle fonctionne. Je ne suis pas un fan des jeux d'enchère à la base. C'est pas ma mécanique préférée. Fait que j'aime ça quand les jeux d'enchère, c'est des jeux d'enchère simples qui sont pas secrètes. J'aime pas les jeux d'enchère secrètes, généralement pas beaucoup. Fait que celui-là, je mets 5. Est-ce que tu veux mettre plus? Oui, je mets 6. Parfait, je mets 7. Est-ce que tu veux mettre plus? Oui, je mets 8. Puis on continue comme ça jusqu'à temps que tout le monde passe. Puis encore plus dans un jeu à 2, c'est extrêmement rapidement. Faut que je mette mon chiffre un coup, cette machine, je l'achète 8. Tu mets-tu plus? Non, parfait, c'est à moi. Tu mets-tu plus? Oui, c'est à toi. Il n'y a pas d'aller-retour. Fait que dans une partie à 2 joueurs, c'est hyper rapide. J'aime qu'on ne perde pas notre tour si on perd une enchère qu'on a initiée. On fait une autre action avec, tout simplement. Fait que ça nous permet de prendre notre chance, puis éventuellement, tu vas en avoir un machine, parce que l'autre, il n'y en aura plus. Puis des fois, tu peux même faire, il y a 2 machines disponibles, tu peux avoir comme stratégie, surtout dans une partie à 2 joueurs, de dire, ben, je mets 7 sur le premier machine dans l'espoir que tu l'achètes, puis que je me rende en sachant que tu vas vouloir l'acheter. Comme ça, tu n'auras plus d'argent, puis c'est l'autre machine que je vais acheter, finalement, celui que je voulais vraiment, tu ne me le voleras pas. Fait qu'il peut avoir presque un petit aspect de bluff dans tes achats de machines, étant donné que c'est de l'enchère. Fait que bref, est-ce que c'est un jeu qui révolutionne le genre? Non. Est-ce que c'est un jeu absolument extraordinaire qui va te jeter en bas de ton siège? Non plus. Mais c'est un jeu qui est simple, qui est facile à apprendre, facile à expliquer, qui se joue bien, qui respecte sa durée de jeu pour une fois qui est inscrite sur la boîte, qui se joue bien, qui a un très beau visuel, des mécaniques très simples. Il y a un petit peu de texte sur les cartes. Il y a du texte sur les sorts principalement. Fait que si jamais tu joues avec quelqu'un qui est moins à l'aise en anglais, il va falloir que peut-être que tu l'aides un petit peu avec les cartes sorts. Par contre, au moment où tu achètes ta carte sortilège, elle est publique. Fait que n'importe qui peut t'expliquer qu'est-ce qu'elle fait. Si jamais tu vas être sûr. Puis c'est les seuls textes avec les familiers, mais les familiers finissent par tout faire la même chose. Fait que le texte s'apprend bien. Fait que c'est les seules cartes qui ont du texte, fait que c'est les seules cartes qui vont causer problème. Pour moi, ça a été une belle découverte. Je sais lequel il ne sera pas dans mes jeux de l'année probablement, quoi qu'il y a dans les jeux de cartes. Je l'ai vraiment quand même beaucoup aimé. Mais c'est ça, comme je dis, c'est pas un jeu qui va te jeter à terre, mais si tu cherches un beau petit jeu de construction de plateau de cartes comme ça peut être une option qui est intéressante. La version de base n'est pas si chère que ça en magasin non plus. Fait que c'est un jeu avec du beau matériel, des mécaniques intéressantes qui se jouent rapidement, qui est facile à apprendre. C'est pas un jeu qui a énormément de profondeur par contre. C'est pas un jeu qui va avoir une rejouabilité infinie
non plus, même s'il y a beaucoup de cartes sorts qui vont venir varier qu'est-ce qui se passe d'une partie à l'autre. Fait que c'est pas un jeu qui va avoir une profondeur, une complexité ou une stratégie de fou. C'est un jeu qui a quand même une bonne part de hasard, dans le sens que si, tout de suite après que tu joues ton jeu, ton tour, tu as acheté une tour, puis la tour qui sort, c'est exactement celle que j'ai besoin pour pouvoir mettre un de mes machines dedans, ben, je ne suis que chanceux, puis je viens de marquer un petit point facile en fin de partie. Fait que c'est un jeu qui a quand même une bonne part de hasard à l'intérieur dans la façon dont les cartes vont sortir, mais là, à toi de bien réussir à gérer ce hasard-là pour t'en tirer le mieux possible. Donc pour moi, ça a été une belle découverte, un beau petit coup de cœur, un jeu sympathique, agréable et le fun que je vais garder probablement pendant un bout de temps dans ma collection, le temps que je joue suffisamment de parties pour m'en tanner. Sur ce, j'espère que ça t'a permis de t'illuminer un peu sur ce qu'était Lizard Wizard. Moi, je vais te souhaiter une bonne fin de journée et je vais te demander de faire attention à toi. Avant de passer à mon message final, je te rappelle que présentement, je fais ce qu'on appelle au Québec le défi tête rasée. Donc, je tente d'amasser des fonds pour le camp et je vais raser tous ces cheveux-là ainsi que toute la barbe pour ramasser le plus d'argent possible. Présentement, je suis à 2300$ et des poussières. On va mettre le lien dans la vidéo en dessous si jamais ça te tente d'aider un petit peu cette cause qui est l'Uncan, cet organisme qui vient en aide aux familles qui ont le malheur de vivre avec un enfant qui est atteint par le cancer, qui ont le malheur de vivre le malheur d'avoir un enfant atteint par le cancer. Donc, je vais tenter de leur donner de l'argent, mais je vais leur en donner, on va tenter d'en donner plus, ça tente de participer. Le lien est dans la description en dessous. Fait que sur ce, on a jusqu'au 27 juin pour donner des sous. Je préfère raser la tête le 27 juin. Fait que sur ce, moi je te souhaite une excellente fin de journée. Fais attention à toi. On se revoit bientôt. Viens t'abonner sur notre chaîne YouTube si c'est déjà fait. Viens nous visiter sur Facebook, Twitter, Instagram. Viens nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Ciao!